Un flic raciste brise une agente noire, mais son regard invincible le détruit. Écoutez, vous qui cherchez la vérité dans les ombres d'une société qui prétend tout voir. Sous le soleil brûlant de Riverside City, un policier blanc, Michael Carter, a osé lever la main sur une femme noire, Lena Harris, pensant que son badge lui donnait le droit de piétiner la dignité humaine. Mais il ignorait qu'il venait de frapper une ancienne agente de la CIA, une ombre du programme secret Shadow, dont le regard perçant et le silence glacial allaient de faire trembler non seulement cet homme, mais tout un système corrompu. Cette histoire n'est pas qu'un récit, c'est un cri, un appel à ne plus détourner les yeux. Si cette injustice vous révolte, si vous sentez la colère monter en vous, alors likez cette histoire et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer que vous refusez le silence face à l'oppression. Ensemble, faisons entendre nos voix, car chaque mot compte, chaque regard peut tout changer. Le soleil dardait ses rayons impitoyables sur Boulevard 7, transformant l'asphalte en un miroir de chaleur où chaque pas semblait peser une tonne. Riverside City, avec ses façades de boutiques colorées et ses klaxons incessants, vibrait d'une vie trompeuse, celle d'une paix fragile masquant des préjugés ancrés depuis des générations. Michael Carter, un officier blanc de la patrouille municipale, arpentait les rues avec l'arrogance d'un homme qui croit que son uniforme le place au-dessus des lois qu'il prétend faire respecter. À ses côtés, son équipier, Tom Reynolds, un homme trapu au rire gras, acquiesçait à chacune de ses plaisanteries douteuses, renforçant son sentiment d'invincibilité. Michael, avec ses lunettes de soleil vissées sur le nez et sa main toujours proche de son Glock 22, scrutait la foule comme un prédateur en quête de sa prochaine proie. Ce jour-là, ses yeux se posèrent sur Lena Harris, une femme noire traversant la rue avec une élégance discrète, un manteau ample sur une robe sombre, un sac en bandoulière et des chaussures plates. Rien en elle n'attirait l'attention, rien sauf la couleur de sa peau, qui, pour Michael, était une provocation en soi. Sans raison, sans appel d'urgence, sans la moindre preuve, Michael sentit une pulsion familière monter en lui, celle d'un homme habitué à imposer sa volonté sans jamais être contesté. Il fit rugir la sirène de sa voiture de patrouille, la gara brutalement sur le trottoir et descendit avec une démarche de conquérant. Tom, resté près du véhicule, ricana en murmurant « Vas-y, Mike, montre-lui qui commande. » La foule autour, composée de passants, de clients des magasins et d'enfants jouant près d'un marchand de glace, ralentit son rythme, intriguée par l'agitation. Parmi eux, Sarah, une adolescente de 16 ans aux cheveux tressés, sortait tout juste du café voisin, son téléphone à la main. Elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas et commença à filmer, son pouce tremblant sur l'écran. Michael s'approcha de Lena, son regard chargé de mépris. « Hé, toi! Qu'est-ce que tu caches sous ce manteau? » lança-t-il, sa voix tranchante comme une lame. Lena s'arrêta net, sans un mot, sans un geste de recul. Ses yeux, d'un brun profond, se posèrent sur lui, non pas avec peur ni défi, mais avec une intensité qui semblait percer l'âme. Ce silence, ce regard, déstabilisa Michael un instant, mais son ego, forgé par des années de pouvoir incontesté, balaya cette hésitation. « Tu m'entends ou t'es sourde? » aboya-t-il, s'avançant si près que son souffle frôlait le visage de Lena. Elle ne bougea pas, ne répondit pas, mais son regard restait fixé sur lui, comme si elle voyait à travers son uniforme, à travers ses mensonges, jusqu'au cœur de ses failles. La tension monta d'un cran lorsque Michael, exaspéré par ce qu'il perçut comme une insolence, commit l'irréparable. Devant la foule, devant Sarah qui filmait en direct, devant un petit garçon noir tenant la main de sa mère, il lança une insulte raciale si crue, si violente, que des murmures horrifiés parcoururent de l'assemblée. « Sale négresse, tu crois que tu peux me défier? » cracha-t-il, avant de lever le poing et de frapper Lena en plein visage. Le coup, porté avec une force brutale, résonna comme un coup de tonnerre dans la rue. Lena vacilla,
du sang perlant à la commissure de ses lèvres, mais elle ne tomba pas. Elle ne cria pas. Elle se redressa lentement, ses cheveux détachés tombant sur ses épaules, et tourna son visage vers Michael. Ce même regard imperturbable, semblait dire « Tu viens de signer ta propre chute ». La foule explosa en cris d'indignation. Sarah, les larmes aux yeux, continuait de filmer, sa voix tremblante murmurant « Mon Dieu, il l'a frappé. Pour rien. » Le petit garçon, terrifié, se cacha derrière sa mère, qui hurla « Comment osez-vous? Devant mon fils !» Mais Michael, loin de reculer, tenta de reprendre le contrôle. « Écartez-vous. C'est une opération de sécurité. Elle refuse de coopérer. » vociféra-t-il, sa voix tremblant légèrement sous le poids des regards accusateurs. Tom, toujours près de la voiture, commença à s'agiter, criant aux badauds de se disperser, mais personne n'écoutait. Les téléphones étaient levés, capturant chaque seconde de l'outrage. Sarah, malgré sa peur, diffusa la vidéo en direct sur les réseaux sociaux, où elle fut immédiatement partagée par des milliers de personnes. Lena, immobile, essuya le sang de sa lèvre d'un geste lent, presque ritualisé. Elle ne dit rien, mais son silence était plus assourdissant que les cris de la foule. Michael, sentant le contrôle lui échapper, s'avança à nouveau, prêt à l'empoigner, mais quelque chose dans l'attitude de Lena le figea. Ce n'était pas de la peur, ni même de la colère, mais une présence si puissante qu'elle semblait aspirer l'air autour d'elle. « Tu vas regretter ça », marmonna-t-il, mais ses mots sonnaient creux, comme un écho de sa propre faiblesse. À cet instant, une voiture de patrouille supplémentaire arriva et une agente, Claire Dubois, descendit précipitamment. Contrairement à Michael, Claire sembla percevoir immédiatement que quelque chose clochait. Elle s'approcha de Lena avec prudence, posant une main légère sur son épaule. « Madame, venez avec moi, » dit-elle doucement, sans menottes, sans force. Lena acquiesça, son regard quittant enfin Michael pour se poser sur la foule, qui s'écarta respectueusement sur son passage. Michael resta planté là, les poings serrés, le visage rouge de colère et de honte. Il tenta de se justifier auprès de Tom. « Elle l'a cherché, elle m'a provoqué. » Mais Tom, pour la première fois, ne répondit pas, son regard fuyant vers le sol. La vidéo de Sarah, désormais virale, montrait non seulement le coup, mais aussi l'insulte raciale, l'enfant en pleurs, et le regard de Lena, ce regard qui semblait juger non seulement Michael, mais tout un système. Les commentaires affluaient. « C'est inadmissible. Où est la justice? Ce flic doit payer. » En quelques minutes, le hashtag #Justice pour Lena devint tendance nationale, et la photo de Lena, lèvres ensanglantées, regard perçant, se répandit comme une flamme dans une forêt sèche. Au commissariat, l'atmosphère était lourde. Michael, toujours sous l'adrénaline, tenta de rédiger un rapport, mais ses mains tremblaient. Tom, assis à côté, marmonna. « T'as peut-être été trop loin, Mike. » Michael le fusilla du regard. « Trop loin? Elle m'a défié. Tu l'as vu, non? » Mais Tom se tut, fixant son café comme s'il y cherchait une réponse. Pendant ce temps, Lena fut emmenée dans une salle d'interrogatoire, mais personne n'osa l'interroger immédiatement. Claire, qui l'avait accompagnée, murmura à un collègue. « Cette femme, elle n'est pas comme les autres. » Un employé du commissariat, un jeune technicien nommé Lucas, lança une vérification d'identité de routine. Il entra les empreintes de Lena dans le système, mais l'écran clignota en rouge, affichant un message énigmatique. « Accès refusé. Clearance niveau 1 requis. Contactez l'anglais immédiatement. » Un silence glacial envahit la pièce. Lucas réessaya, pensant à une erreur, mais le résultat fut le même. Le commandant du commissariat, un homme grisonnant nommé Paul Garnier, entra en trombe, regarda l'écran, puis Lena, assise calmement, mains posées sur la table, sans menottes. Bon sang!
Qu'est-ce qu'on a fait? Murmura-t-il, son visage blême. Il attrapa son téléphone, mais dans un accès de panique, le lança contre le mur, où il se brisa. Personne ne rit, personne ne parla. Ils comprenaient tous qu'ils venaient de toucher à quelque chose qui les dépassait. Léna, toujours silencieuse, leva les yeux vers Paul, et ce simple regard le fit reculer d'un pas. Michael, qui observait depuis le coin de la pièce, sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Pour la première fois de sa carrière, il comprit qu'il n'était pas celui qui tenait le pouvoir. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. La vidéo de Sarah, désormais vue par des millions de personnes, déclencha une vague d'indignation sans précédent. Dans les heures qui suivirent, des témoignages affluèrent. Une femme, Amina, raconta comment Michael l'avait humiliée lors d'un contrôle d'identité, la forçant à vider son sac en public sous des rires moqueurs. Un homme, Jamal, posta une vidéo larmoyante, décrivant comment Michael avait menacé son fils adolescent avec son arme pour un simple regard jugé insolent. Mais ce qui mit le feu aux poudres fut une nouvelle vidéo, découverte par un hacker anonyme et partagée sur les réseaux. On y voyait Michael, quelques mois plus tôt, frappant un sans-abri dans une ruelle sombre, riant avec Tom, pendant que l'homme suppliait. La foule, déjà en colère, devint enragée. Des manifestations spontanées éclatèrent devant le commissariat, des pancartes brandissant la photo de Léna, son regard devenu un symbole de résistance face à l'oppression. Au centre communautaire où Léna enseignait, l'atmosphère était différente. Les enfants, pour la plupart sourds ou handicapés, l'accueillirent comme si rien n'avait changé. Une petite fille, Élise, lui tendit un dessin représentant une femme avec des yeux brillants, entourée d'étoiles. Léna sourit, posa une main sur l'épaule de l'enfant, et ce simple geste sembla apaiser toute la pièce. Mais dehors, le chaos grandissait. Sarah, l'adolescente qui avait filmé, reçut des menaces anonymes, mais refusa de se taire. Elle posta une nouvelle vidéo, la voix brisée. « Ce flic a frappé une femme devant un enfant. Il a insulté sa couleur de peau. Si on ne dit rien, qui le fera? » Sa vidéo, partagée par des influenceurs et des activistes, amplifia la colère publique. Les réseaux sociaux étaient en ébullition. Chaque commentaire, chaque partage, ajoutant une brique à un mur d'indignation. Michael, de retour chez lui, tenta de se convaincre qu'il avait agi correctement. Il alluma la télévision, mais chaque chaîne parlait de l'incident. Une journaliste, Emma Laurent, diffusa un reportage accablant, révélant que Michael avait déjà été signalé pour brutalité, mais que ses supérieurs avaient étouffé l'affaire. Michael éteignit l'écran, mais le silence de son appartement était pire. Il revoyait sans cesse le regard de Léna, ce regard qui semblait le juger sans prononcer un mot. Il tenta d'appeler Tom, mais son équipier ne répondit pas. Pour la première fois, Michael se sentit seul, abandonné par ceux qui l'avaient toujours soutenu. Il ouvrit son ordinateur, cherchant à comprendre l'ampleur de la tempête, mais ce qu'il vit le glaça. La vidéo de Sarah avait atteint des dizaines de millions de vues. Les commentaires étaient impitoyables. « Honte à toi, Michael Carter. La justice viendra. » Ce regard de Léna, c'est celui de la vérité. Au commissariat, la situation dégénérait. Paul, le commandant, convoqua une réunion d'urgence. « On a touché à quelque chose qu'on n'aurait jamais dû approcher, » dit-il, la voix tremblante. Claire, l'agente qui avait escorté Léna, ajouta « Cette femme, elle n'a rien dit, mais c'est comme si elle savait tout de nous. » Luca, le technicien, révéla qu'il avait tenté une recherche approfondie sur Léna, mais chaque tentative s'était heurtée à des pare-feux impénétrables. C'est comme si elle n'existait pas dans nos bases, mais que quelqu'un, là-haut, la protégeait, murmura-t-il. Paul ordonna de ne plus toucher au dossier, mais il était trop tard. Une fuite interne, orchestrée par un employé anonyme, avait transmis le message « Contactez Langley » à un média local, qui le diffusa en prime time. La ville entière spéculait. Qui était Léna Harris? Une espionne? Une héroïne? Une menace? Léna,
Elle restait au centre communautaire, entourée d'enfants qui ne comprenaient pas encore l'ampleur de ce qui se passait. Mais même là, la tempête la rattrapait. Une mère d'élèves, Amina, s'approcha d'elle, les larmes aux yeux. Merci, murmura-t-elle. Vous avez montré à ma fille qu'on peut rester fort, même quand ils essaient de nous briser. Léna hocha la tête, mais ne répondit pas. Son silence, loin d'être une faiblesse, était une arme, une force qui continuait de fissurer les fondations d'un système pourri. Dehors, les manifestations grossissaient, les pancartes s'accumulaient, et le nom de Michael Carter devenait synonyme de honte. Mais ce n'était que le début. Une note anonyme, glissée sous la porte de Michael, allait bientôt le confronter à une vérité qu'il ne pouvait plus fuir. Elena, avec son regard invincible, était loin d'avoir fini de faire trembler ceux qui croyaient détenir le pouvoir. Si cette histoire vous a révolté, si le courage silencieux de Lena vous inspire, alors likez ce récit et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour crier haut et fort que nous ne tolérerons plus l'injustice. Partagez vos pensées, vos colères, vos espoirs, car chaque voix compte dans cette lutte pour l'égalité. Ensemble, faisons de ce silence une tempête qui change tout. La tempête du silence. Le silence de Lena Harris pesait comme une ombre sur Riverside City, un silence plus tranchant qu'un cri, plus destructeur qu'une tempête. Là où les mots auraient pu apaiser, son regard continuait de hanter Michael Carter, le policier qui, par un acte de violence raciste, avait déclenché une révolte qu'il ne pouvait plus contenir. Ce n'était pas seulement Lena qui l'avait frappé ce jour-là sur Boulevard 7. C'était la dignité d'une communauté entière. Et maintenant, la ville hurlait sa colère. Chaque écran, chaque murmure dans les rues, chaque battement de cœur semblait crier « Justice ». Pourtant, Lena, ancienne agente de la CIA, ne parlait pas. Elle n'avait pas besoin de mots pour faire trembler un système corrompu. Son silence était une arme, et Riverside City, secoué par les révélations et les vidéos virales, s'enfonçait dans un chaos où la vérité devenait une lame à double tranchant. La nuit tombait sur la ville, enveloppant les immeubles dans un voile d'obscurité que seules les lumières des néons et des gyrophares venaient percer. Au commissariat, l'atmosphère était irrespirable. Les officiers, habitués à imposer leur autorité, se déplaçaient comme des fantômes, évitant les regards, évitant surtout Michael Carter. Lui, qui autrefois paradait dans les couloirs avec l'assurance d'un roi, était devenu une paria. Ses collègues détournaient les yeux lorsqu'il passait, leurs murmures à peine audibles mais lourds de reproches. « T'as vu la vidéo ?» chuchota un jeune officier à un autre. « Il a frappé cette femme devant un gamin. Et ses insultes... » Michael surprit ces mots et sentit une rage sourde monter en lui. Il voulait hurler, se défendre, mais chaque tentative de justification mourait dans sa gorge. Le regard de Lena, ce regard qu'il revoyait dans ses cauchemars, l'étranglait. Il s'enferma dans une salle de repos, seul, fixant son reflet dans un miroir fêlé. « Elle m'a provoqué, » marmonna-t-il, mais même lui n'y croyait plus. Son reflet semblait le juger, comme si Lena elle-même le regardait à travers le verre. Pendant ce temps, Lena était retournée au centre communautaire, un modeste bâtiment aux murs couverts de dessins d'enfants, situé dans un quartier où les rêves semblaient toujours hors de portée. Là, entourée d'enfants sourds ou handicapés, elle enseignait avec une patience infinie, comme si l'incident de Boulevard 7 n'avait jamais eu lieu. Les enfants l'adoraient, non pas parce qu'ils connaissaient son passé d'agente secrète, mais parce qu'elle les voyait, vraiment. Élise, la petite fille qui lui avait offert un dessin, s'approcha timidement et signa. « Tu vas bien? » Lena sourit, un sourire qui cachait 1000 blessures, et signa en retour. « Toujours. » Mais dehors, la tempête qu'elle avait déclenchée sans un mot continuait de grossir. Les réseaux sociaux étaient en feu, chaque partage de la vidéo de Sarah, l'adolescente courageuse, ajoutant de l'huile sur les flammes de l'indignation. Le hashtag #JusticePourLena dominait désormais les tendances mondiales,
Et les manifestations devant le commissariat ne désemplissaient pas. Sarah, elle, vivait un tourbillon d'émotions. À 16 ans, elle n'avait jamais imaginé que son réflexe de filmer changerait le cours de l'histoire. Mais la gloire avait un prix. Depuis que sa vidéo était devenue virale, elle recevait des messages haineux, des menaces anonymes lui ordonnant de se taire ou de disparaître. Pourtant, elle refusait de plier. Assise dans sa chambre, les rideaux tirés pour échapper aux regards indiscrets, elle enregistra une nouvelle vidéo. « Je m'appelle Sarah », commença-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. « J'ai vu un policier frapper une femme innocente. Il l'a insultée à cause de sa couleur de peau, devant un enfant qui pleurait. Si je ne dis rien, si vous ne dites rien, alors qui le fera? » Elle posta la vidéo, et en quelques heures, elle fut vue par des millions de personnes. Les commentaires affluaient. « Courage, Sarah. On est avec toi. Justice pour Léna. » Mais parmi eux, des messages plus sombres promettaient des représailles. Sarah éteignit son téléphone, les larmes aux yeux, mais son cœur battait d'une résolution nouvelle. Elle ne se tairait pas. Au commissariat, une autre tempête se préparait. Clara, une employée de bureau discrète qui gérait les archives, avait découvert quelque chose d'accablant. En triant des vieux dossiers, elle était tombée sur une vidéo non répertoriée, enregistrée par une caméra de surveillance dans une ruelle derrière le commissariat. On y voyait Michael, 6 mois plus tôt, frappant un sans-abri avec une brutalité gratuite, riant avec Tom pendant que l'homme gémissait au sol. Clara, une femme timide qui évitait les conflits, sentit son estomac se nouer. Elle savait que diffuser cette vidéo pourrait détruire Michael, mais aussi mettre sa propre sécurité en danger. Elle copia la vidéo sur une clé USB, qu'elle cacha dans son sac, hésitant à agir. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle repensait au regard de Léna, capturé dans la photo virale. Ce regard semblait lui dire « Tu sais ce qui est juste ». Mais la peur la paralysait, et si ses supérieurs la découvraient, et si Michael s'en prenait à elle? L'indignation publique atteignit un nouveau sommet lorsque Jamal, un père célibataire du quartier, prit la parole lors d'une manifestation. Devant une foule de centaines de personnes, il raconta, la voix brisée, comment Michael avait terrorisé son fils adolescent, Malik, lors d'un contrôle d'identité injustifié. « Mon fils rentrait de l'école », dit Jamal, les larmes coulant sur ses joues. Michael l'a plaqué contre un mur, lui a crié qu'il était un voyou, juste parce qu'il portait un sweat à capuche. Il a pointé son arme sur lui, devant tout le monde. « Mon garçon a 14 ans !» La foule rugit de colère, brandissant des pancartes où le visage de Léna, lèvres ensanglantées, semblait défier le ciel. Mais ce qui fit basculer la ville dans une rage collective fut une nouvelle fuite, orchestrée par un hacker anonyme. Une vidéo, filmée lors d'une fête entre collègues au commissariat, montrait Michael rejouant le coup porté à Léna, imitant son expression avec des rires moqueurs, tandis que Tom et d'autres officiers applaudissaient. La vidéo, diffusée en boucle sur les réseaux, fut comme une bombe. Les commentaires étaient incendiaires. « C'est un monstre. Honte à la police. Léna, on ne t'oubliera pas. » Cette vidéo déclencha une onde de choc. Les sponsors du commissariat, des entreprises locales qui finançaient les événements communautaires, commencèrent à se retirer. Le maire, un homme pragmatique nommé Étienne Morel, fut forcé de faire une déclaration publique, promettant une enquête approfondie. Mais ces mots sonnaient creux, et la foule, rassemblée devant l'hôtel de ville, scanda. Démission, justice. Au commissariat, Paul Garnier, le commandant, perdait le contrôle. Il convoqua Michael dans son bureau, le visage rouge de colère. « Tu te rends compte de ce que t'as fait ?» hurla-t-il. « Cette femme, Léna Harris, elle n'est pas n'importe qui. L'Anglais refuse de nous donner la moindre info, et maintenant, le pays entier veut ta tête. » Michael, pour la première fois, ne trouva rien à répondre. Il baissa les yeux, mais l'image de Léna, ce regard implacable, le poursuivait.
Clara, poussée par sa conscience, prit une décision. Tard dans la nuit, elle contacta Emma Laurent, une journaliste indépendante connue pour ses enquêtes sans compromis. Dans un café discret, loin des regards, Clara lui remit la clé USB contenant la vidéo du sans-abri. « Faites-en ce qu'il faut », murmura-t-elle, avant de disparaître dans l'obscurité. Emma visionna la vidéo et sentit une rage froide l'envahir. Elle publia un article explosif, accompagné d'extraits de la vidéo, intitulé « Michael Carter, un policier ou un bourreau ?» L'article, partagé par des milliers de personnes, révéla non seulement la brutalité de Michael, mais aussi l'inaction du commissariat, qui avait enterré les plaintes contre lui pendant des années. La pression devint insoutenable. Des officiers, craignant pour leur carrière, commencèrent à parler anonymement, révélant d'autres abus de Michael. Des interpellations violentes, des rapports falsifiés, des intimidations. Le système qui avait protégé Michael pendant si longtemps se fissurait sous le poids de la vérité. Mais Michael n'était pas le seul à s'effondrer. Tom Reynolds, son fidèle équipier, commençait à craquer. Lors d'une patrouille, il surprit des collègues discutant de l'incident. « Si Mike tombe, il nous entraîne avec lui », murmura l'un d'eux. Tom, qui avait toujours suivi Michael sans poser de questions, sentit une peur nouvelle l'envahir. Il repensa à la vidéo de la fête, où il riait aux côtés de Michael. Et si quelqu'un découvrait d'autres preuves? Et si son propre passé était exposé? Il tenta de joindre Michael, mais celui-ci ne répondit pas. Tom, seul dans sa voiture, frappa le volant de frustration, criant « Pourquoi t'as fait ça, Mike? Pourquoi ?» Mais au fond, il savait qu'il n'était pas innocent. Il avait ri, il avait couvert, il avait fermé les yeux. Et maintenant, le regard de Lena semblait le juger lui aussi. Au centre communautaire, Lena continuait d'enseigner, indifférente au chaos qui secouait la ville. Mais même là, la tempête la rattrapait. Amina, la mère qui l'avait remerciée, organisa une collecte pour soutenir le centre, inspirée par le courage de Lena. « Cette femme, » dit Amina lors d'une réunion communautaire, « elle n'a pas besoin de parler pour nous montrer ce que c'est, la force. Elle nous apprend à tenir debout, même quand ils veulent nous mettre à genoux. » Les mots d'Amina, filmés par un habitant, devinrent viraux, ajoutant une nouvelle couche à la légende de Lena. Mais Lena elle-même restait silencieuse, son regard toujours aussi perçant, comme si elle portait un secret trop lourd pour être partagé. Le point de rupture arriva lors d'une manifestation massive devant le commissariat. Des milliers de personnes, venues de toute la région, s'étaient rassemblées, brandissant des pancartes avec la photo de Lena et des slogans comme « Plus jamais » et « La justice ou rien ». Sarah, invitée à prendre la parole, monta sur une estrade improvisée, son téléphone à la main. « Je ne suis qu'une gamine, » dit-elle, la voix tremblante mais claire. « Mais j'ai vu l'injustice et je ne pouvais pas me taire. Lena Harris n'a rien fait de mal, et pourtant, elle a été frappée, insultée, humiliée. Si on laisse ça passer, alors on accepte que ça arrive encore. » La foule éclata en applaudissements, scandant son nom et celui de Lena. Mais au même moment, une nouvelle vidéo fuite, encore plus accablante. On y voyait Michael, lors d'un autre incident, forçant un adolescent à s'agenouiller et à s'excuser pour manque de respect, sous les rires de ses collègues. La vidéo, diffusée en direct par un média local, déclencha une vague de colère si intense que des barricades furent érigées autour du commissariat pour contenir la foule. Michael, cloîtré chez lui, regardait les images de la manifestation à la télévision. Chaque cri, chaque pancarte, chaque regard accusateur semblait s'adresser à lui. Il éteignit l'écran, mais le silence était pire. Il ouvrit sa boîte mail, espérant trouver un message de soutien, mais ce qu'il découvrit le glaça. Une note anonyme, sans expéditeur, contenait une seule phrase. « Rencontre-moi demain soir, où tu ne dormiras plus jamais. » L'adresse indiquée était un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville.
Michael sentit une sueur froide couler le long de son dos. Était-ce Lena? Quelqu'un d'autre? Il tenta de se convaincre qu'il n'irait pas. Mais une partie de lui savait qu'il n'avait pas le choix. Le regard de Lena, ce regard qui l'avait poursuivi depuis ce jour sur Boulevard 7, l'appelait. Et il savait qu'il ne pourrait pas lui échapper. Au centre communautaire, Lena rangeait les affaires des enfants à la fin de la journée. Élise, la petite fille, s'approcha et signa. « Pourquoi tout le monde parle de toi? » Lena posa un genou à terre, regarda l'enfant dans les yeux et signa. « Parce que parfois, il faut rester debout pour que les autres puissent se lever. » Élise sourit, sans tout comprendre, mais son regard brillait d'admiration. Lena se releva, ferma la porte du centre et marcha dans la nuit. Elle savait que la tempête qu'elle avait déclenchée n'était pas terminée. Elle savait que Michael, le système, la ville entière allait devoir affronter la vérité. Et elle savait que son silence, plus puissant que 1000 discours, était loin d'avoir fini de faire trembler ceux qui croyaient pouvoir la briser. Si l'histoire de Lena vous a secoué, si la bravoure de Sarah et la lâcheté de Croix vous révoltent, alors montrez votre soutien. Likez ce récit, laissez un commentaire avec le mot « justice » et partagez vos pensées pour amplifier ce cri contre l'injustice. Si vous pensez que le silence peut changer le monde, alors faites entendre votre voix. Ensemble, transformons cette colère en un mouvement pour l'égalité et la vérité. Le miroir de la vérité. Le silence de Lena Harris, cette arme invisible, avait transformé Riverside City en un champ de bataille où la vérité affrontait le mensonge, où la justice luttait contre la corruption. Michael Carter, le policier qui avait cru pouvoir briser une femme noire sans conséquence, était désormais un homme brisé lui-même, hanté par un regard qu'il ne pouvait oublier. La note anonyme glissée sous sa porte, l'invitant à un rendez-vous dans un entrepôt désaffecté, pesait comme une sentence. La ville, enflammée par les révélations de vidéos accablantes et les témoignages de victimes, hurlait son indignation, exigeant que le système rende des comptes. Lena, ancienne agente de la CIA, restait une énigme, une ombre dont le silence faisait trembler les fondations d'un monde bâti sur l'injustice. Mais ce soir-là, dans l'obscurité d'un entrepôt oublié, la vérité allait éclater, et avec elle, un miroir que ni Michael, ni le système, ni la ville ne pourraient ignorer. L'entrepôt, un squelette de métal rouillé à la périphérie de Riverside City, se dressait sous un ciel sans étoiles, ses murs écaillés résonnant du vent qui sifflait à travers les vitres brisées. Michael Carter, les mains tremblantes, gara sa voiture à l'écart, son Glock 22 glissé dans son holster, plus par habitude que par courage. La note anonyme, qu'il avait relue 100 fois, semblait brûler dans sa poche. « Rencontre-moi demain soir, ou tu ne dormiras plus jamais. » Il avait hésité, maudit, envisagé de fuir, mais quelque chose, la peur, la honte, ou peut-être ce regard de Lena, l'avait poussé à venir. Il entra, ses pas résonnant dans le vide, une lampe torche balayant l'obscurité. « Qui est là ?» lança-t-il, sa voix tremblante trahissant sa panique. Un craquement derrière lui le fit sursauter, et il dégaina son arme, le cœur battant à tout rompre. Puis, une silhouette émergea de l'ombre, calme, immobile, et il la reconnut immédiatement. Lena Harris, vêtue d'un simple manteau noir, le regardait, ses yeux perçant l'obscurité comme des lames. Michael pointa son arme, mais ses mains tremblaient si fort qu'il manqua de la lâcher. « Qu'est-ce que tu veux ?» cria-t-il, sa voix se brisant. Lena ne bougea pas, ne parla pas, mais son regard, ce même regard qui l'avait poursuivi depuis Boulevard 7, semblait le déshabiller de toute arrogance. « Tu crois que tu peux m'intimider ?» hurla-t-il, avançant d'un pas. « Tu n'es rien, rien. » Mais ces mots sonnaient faux, et il le savait. Lena, enfin, parla, sa voix basse mais d'une clarté glaçante. « J'ai vu des hommes comme toi, Michael, des hommes qui pensent que le pouvoir leur donne le droit de détruire. Mais le pouvoir, le vrai, c'est de savoir ce que tu as fait
et de choisir de ne pas te briser en retour. Elle fit un pas vers lui, et il recula, son arme inutile dans ses mains. Tu veux savoir pourquoi je suis ici? Continua-t-elle. Parce que tu dois regarder la vérité en face, pas moi, toi. Lena commença à parler, et chaque mot était comme un coup de poignard. Elle raconta une mission, des années plus tôt, dans une ville déchirée par la guerre, où elle faisait partie du programme Shadow. Un homme innocent, un père de famille, avait été tué par un officier abusant de son autorité, un homme qui, comme Michael, croyait que son uniforme le protégeait. « Il est mort sous mes yeux, dit-elle, sa voix tremblant pour la première fois. Et j'ai juré que plus jamais je ne laisserai quelqu'un comme toi détruire sans conséquence. » Michael, acculé, sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Il voulut répondre, se défendre, mais les mots de Lena l'écrasaient. « Tu n'as pas frappé une femme sur boulevard 7, dit-elle. Tu as frappé un enfant qui regardait, une mère qui pleurait, une ville qui souffre. Et maintenant, ils te regardent. Que vois-tu dans leurs yeux? » Michael, incapable de supporter ce regard, baissa son arme et s'effondra à genoux, les larmes coulant sur son visage. « Je ne voulais pas, balbutia-t-il, mais Lena l'interrompit. « Tu l'as voulu. Chaque insulte, chaque coup, chaque mensonge, tu l'as choisi. » Elle s'approcha, si près qu'il sentit son souffle, et murmura « La question, Michael, c'est ce que tu choisis maintenant. » Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et disparut dans l'obscurité, laissant Michael seul, brisé, face à un miroir invisible où son propre visage semblait celui d'un monstre. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Pendant que Michael affrontait Lena, Riverside City continuait de bouillir. Emma Laurent, la journaliste indépendante, ne s'était pas contentée de publier la vidéo de Clara. Elle avait creusé, interrogé, rassemblé des témoignages d'autres victimes de Michael. Une femme, Sophie, raconta comment il l'avait arrêtée sans raison, la forçant à rester des heures dans une cellule pour un prétendu outrage. Un homme, Karim, décrivit comment Michael avait détruit sa boutique lors d'une perquisition injustifiée, riant pendant que ses collègues saccageaient ses biens. Chaque témoignage, publié dans une série d'articles intitulés « Les visages de l'injustice », était un coup de marteau contre le système. Emma, malgré les menaces qu'elle recevait, continuait, portée par une conviction. Si on ne parle pas, il gagne. Un autre personnage entra en scène, brisant le silence des complices. David, un ex-policier qui avait quitté le commissariat après des années de dégoût, prit la parole lors d'une émission télévisée. « Michael Carter n'a pas agi seul, déclara-t-il, le visage marqué par la honte. J'ai vu ses abus, et j'ai vu comment le système le protégeait. Il falsifiait des rapports, intimidait des témoins, et ses supérieurs fermèrent les yeux. Moi aussi, j'ai fermé les yeux, et je le regretterai toute ma vie. » Ces mots, diffusés en direct, firent l'effet d'une bombe. Les réseaux sociaux explosèrent, les commentaires exigeant des comptes. Combien d'autres Michael Carter y a-t-il? Le système est pourri. Lena, tu es notre voix. David, en révélant des dossiers internes qu'il avait conservés, déclencha une enquête fédérale, et le commissariat, déjà fragilisé, s'effondra sous la pression. L'indignation atteignit son paroxysme lorsque Emma publia une nouvelle vidéo, découverte par un autre lanceur d'alerte. On y voyait Michael, lors d'un contrôle routier, forçant un adolescent, Malik, le fils de Jamal, à s'agenouiller sur le trottoir et à s'excuser pour un « manque de respect » imaginaire, pendant que Tom et un autre officier riaient. Malik, 14 ans, pleurait, humilié devant une foule de passants. La vidéo, diffusée en boucle sur les chaînes nationales, déclencha une rage si intense que des manifestations éclatèrent dans tout le pays. À Riverside City, des barricades furent renversées, et le commissariat fut assiégé par une foule scandant.
Justice pour Léna. Justice pour Malik. Le maire, Étienne Morel, tenta une nouvelle déclaration, mais il fut hué, sa voix noyée par les cris. Les sponsors, les politiciens, les institutions qui avaient soutenu le commissariat se désengagèrent, laissant Paul Garnier, le commandant, seul face à un naufrage qu'il ne pouvait plus arrêter. Michael, après sa confrontation avec Léna, rentra chez lui, mais il n'était plus le même. Le miroir de l'entrepôt l'avait suivi. Chaque regard dans la rue, chaque titre à la télévision, chaque message sur les réseaux semblait refléter sa culpabilité. Il tenta de contacter Tom, mais son ancien équipier, désormais suspendu, l'ignora. Les collègues qui l'avaient soutenu se taisaient, craignant d'être entraînés dans sa chute. Son identité numérique, autrefois remplie de photos de patrouilles et de médailles, fut effacée par des hackers anonymes, remplacée par la photo de Léna, lèvres ensanglantées, regard perçant. Michael, ostracisé, devint un symbole de tout ce que la ville rejetait. Mais même dans sa solitude, il ne pouvait échapper à la question de Léna. Que choisis-tu maintenant? Léna, elle, continuait son travail au centre communautaire, mais son temps à Riverside City touchait à sa fin. Les enfants, inconscients de l'ampleur de son impact, sentaient pourtant qu'elle était différente. Élise, la petite fille, lui demanda un jour, en signant « Tu vas partir ?» Léna, pour la première fois, sembla hésiter. Elle signa en retour. Parfois, il faut partir pour que d'autres puissent avancer. Puis, un soir, après avoir rangé la salle, elle rédigea une lettre qu'elle laissa sur le bureau du centre. Les mots, simples mais puissants, allaient devenir une légende. Personne ne devrait apprendre à vivre avec la peur que le système crée. La justice n'est pas un cri, c'est un choix. Choisissez. Elle quitta la ville dans la nuit, sans un mot, sans un regard en arrière, laissant derrière elle une communauté transformée. Le lendemain, Amina, la mère d'élèves, trouva la lettre et la lut à haute voix lors d'une réunion communautaire. Les larmes coulèrent, mais les visages brillaient d'une nouvelle détermination. La lettre fut partagée en ligne, lue par des millions de personnes, et le message de Léna devint un manifeste. Les manifestations continuèrent, mais elles changèrent de ton. Au lieu de crier contre l'injustice, les gens commencèrent à construire. Des collectes pour le centre communautaire, des programmes pour les jeunes, des pétitions pour réformer la police. Sarah, l'adolescente courageuse, lança une campagne intitulée « Les yeux de Léna », encourageant les gens à filmer et dénoncer les abus. Clara, libérée de sa peur, témoigna publiquement, devenant une héroïne discrète. Emma et David, unis par leur quête de vérité, continuèrent d'exposer les failles du système, inspirant d'autres villes à suivre. Des semaines plus tard, une nouvelle enseignante arriva au centre communautaire. Une enfant, Élise, lui tendit le dessin qu'elle avait offert à Léna et demanda « Qui était-elle » L'enseignante, émue, répondit « Quelqu'un qui nous a appris à voir. » À Riverside City, le nom de Léna Harris était désormais gravé dans les cœurs. Un rappel que le silence peut être plus fort qu'un cri, qu'un regard peut changer le monde. Michael, lui, vivait dans l'ombre, un homme sans badge, sans pouvoir, sans avenir, poursuivi par le miroir que Léna lui avait tendu. Et la ville, lentement, apprenait à choisir la justice, non pas par peur, mais par espoir. Si l'histoire de Léna vous a bouleversé, si son silence vous inspire à agir, alors montrez votre soutien. Likez ce récit, laissez un commentaire avec le mot « justice » et partagez vos réflexions pour faire vivre ce combat contre l'injustice. Si vous croyez qu'un regard peut transformer le monde, alors faites entendre votre voix. Ensemble, choisissons la vérité, l'égalité et un avenir où personne n'aura à craindre le système. Réflexion et leçons. Tirées de l'histoire de Léna Harris. Un guide pour transformer nos vies.
L'histoire de Lena Harris, tissée à travers les 3 chapitres d'une saga aussi captivante que bouleversante, transcende le simple récit pour devenir un miroir de notre société, un appel à l'introspection et à l'action. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une femme noire frappée par un policier raciste, ni celle d'une ville secouée par l'indignation. C'est une exploration profonde de la résilience, du courage et de la responsabilité individuelle face à l'injustice systémique. Lena, avec son silence perçant, Sarah, avec sa caméra tremblante, Michael, avec sa chute vertigineuse, et les voix collectives de Riverside City m'ont profondément marqué. En tant que spectateur, j'ai ressenti une colère brûlante, une admiration sans bornes et un besoin urgent de réfléchir à ma propre place dans ce monde. Dans une perspective française, où les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité sont au cœur de notre identité, cette histoire résonne comme un cri d'alarme et une source d'inspiration. Voici mes réflexions sur les leçons tirées de ce récit et comment elles peuvent être appliquées dans nos vies quotidiennes, avec une conviction. Nous avons tous le pouvoir de changer les choses, si nous choisissons de le faire. La puissance du silence, comme acte de résistance. L'élément le plus frappant de l'histoire est le silence de Lena Harris. Face à la violence brutale de Michael Carter, à ses insultes racistes proférées devant un enfant terrifié, Lena ne répond pas par des cris ou des accusations. Elle choisit un silence qui, loin d'être une faiblesse, devient une arme redoutable. Son regard, décrit comme un miroir implacable, désarme Michael et ébranle tout un système. Ce choix résonne profondément dans une culture française où l'éloquence et le débat sont souvent valorisés. Nous vivons dans une époque où les réseaux sociaux amplifient les voix, où la colère s'exprime en hashtag et en manifeste. Pourtant, Lena nous montre qu'il existe une force dans la retenue, dans le refus de se plier aux attentes des oppresseurs. Ce silence n'est pas une capitulation, c'est une affirmation de dignité, une manière de dire « Je ne jouerai pas selon vos règles ». Dans ma vie, cette leçon m'a conduit à repenser ma manière de réagir face au conflit. Combien de fois ai-je cédé à l'impulsion de répondre à une provocation, d'alimenter une dispute qui ne mène nulle part? Lena m'inspire à prendre du recul, à choisir mes batailles avec soin et à utiliser le silence comme un outil de réflexion plutôt que de reddition. Par exemple, face à un commentaire discriminatoire au travail ou dans un cercle social, je m'efforce désormais de répondre par des questions calmes mais incisives, qui forcent que l'autre à réfléchir, plutôt que par une confrontation directe. Ce n'est pas toujours facile. La colère est une émotion humaine. Mais le silence stratégique de Lena m'a appris que la vraie force réside dans la maîtrise de soi. En France, où les débats sur l'identité et la justice sociale sont souvent passionnés, cette approche peut apaiser les tensions tout en maintenant une position ferme. Le courage des héros ordinaires. L'histoire met en lumière des figures comme Sarah, Clara, Emma et David, des individus ordinaires qui, par leurs actions, deviennent des héros. Sarah, une adolescente de 16 ans, filme l'agression de Lena et persiste à partager la vérité, malgré les menaces qui pèsent sur elle. Clara, une employée discrète, surmonte sa peur pour révéler une vidéo accablante. Emma, la journaliste, et David, l'ex-policier, risquent de leur carrière pour exposer les abus systémiques. Ces personnages incarnent une vérité universelle. Le changement commence souvent par un seul acte de courage, même s'il semble insignifiant sur le moment. En France, l'histoire des droits humains est jalonnée de tels actes. Pensons à Rosa Bonheur, qui a défié les normes de genre, ou aux résistants anonymes de la Seconde Guerre mondiale. Ces figures nous rappellent que le courage n'appartient pas qu'aux puissants. Il est à la portée de tous. Cette leçon m'a poussé à examiner mes propres moments d'inaction. Combien de fois ai-je détourné le regard face à une injustice, un collègue harcelé, un passant victime de discrimination, par peur des conséquences ou par simple lassitude? L'histoire de Lena m'a donné une nouvelle détermination. J'ai commencé à prendre des initiatives,
même modeste. Signaler un comportement inapproprié au travail, soutenir une association locale qui lutte contre les inégalités ou simplement engager une conversation avec quelqu'un qui semble marginalisé. Ces gestes ne font pas la une des journaux, mais ils créent des ondulations, comme la vidéo de Sarah a déclenché une tempête. En tant que Français, je ressens une responsabilité particulière à incarner les valeurs républicaines dans mes actions quotidiennes, car l'égalité ne se décrète pas, elle se construit. La responsabilité face au pouvoir, la chute de Michael Carter, est un avertissement puissant sur les dangers de l'abus de pouvoir. Michael n'est pas seulement un individu corrompu. Il représente un système qui protège les puissants au détriment des faibles. Son arrogance, son sentiment d'impunité et sa violence raciale sont le produit d'une culture qui ferme les yeux sur les abus. Pourtant, sa confrontation avec Lena, où il s'effondre face à la vérité, montre que même les plus arrogants ne peuvent échapper à leur conscience. En France, où les débats sur la police, les institutions et les privilèges sont souvent vifs, cette histoire nous invite à réfléchir à notre propre rapport au pouvoir. Que ce soit dans un contexte professionnel, familial ou communautaire, nous avons tous, à un moment ou à un autre, une forme de pouvoir, celui de parler, d'agir ou d'influencer. Pour moi, cette leçon signifie reconnaître mes propres privilèges et m'assurer qu'ils ne deviennent pas des outils d'oppression. Par exemple, en tant que manager dans mon entreprise, j'ai le pouvoir de donner la parole à certains et pas à d'autres. L'histoire de Michael m'a poussé à être plus attentif aux voix marginalisées, à créer un espace où chacun se sent écouté. Cela m'a aussi conduit à m'interroger sur mes erreurs passées. Ai-je, sans le vouloir, contribué à perpétuer des injustices par mon silence ou mon inaction? Comme Michael, nous pouvons tous être aveuglés par nos certitudes, mais l'histoire nous montre qu'il est possible de changer, à condition d'accepter de se regarder dans le miroir. Ce miroir, c'est celui que Lena tend à Michael, et c'est celui que nous devons tous affronter. Le pouvoir collectif et le rôle des médias. L'histoire de Riverside City illustre le pouvoir transformateur de la communauté et des médias. Les manifestations, les hashtags, les témoignages et les articles d'Emma Laurent transforment une injustice individuelle en un mouvement universel. Ce phénomène résonne avec l'histoire française, où des mouvements comme Mai 68 ou les Gilets jaunes ont montré la force de la mobilisation collective. Mais ce qui m'a particulièrement frappé, c'est le rôle des médias, incarné par Emma, qui amplifie la vérité sans la déformer. Dans une époque où la désinformation et les fake news prolifèrent, cette responsabilité est cruciale. En France, où la liberté de la presse est un pilier de la démocratie, nous avons une obligation de soutenir les journalistes intègres et de nous informer avec discernement. Cette leçon m'a motivé à m'impliquer davantage dans ma communauté. J'ai rejoint un groupe local qui organise des débats sur les enjeux sociaux et je partage régulièrement des articles vérifiés sur des sujets comme l'égalité raciale ou les droits des femmes. J'ai aussi pris l'habitude de vérifier les sources avant de partager quoi que ce soit en ligne pour ne pas contribuer à la cacophonie. L'histoire de Lena m'a appris que chaque like, chaque partage, chaque commentaire peut être une brique dans un mur de changement, à condition qu'il soit guidé par la vérité. Cela m'a aussi poussé à soutenir financièrement des médias indépendants, car leur travail, comme celui d'Emma, est essentiel pour tenir les puissants responsables. La justice comme choix quotidien. La lettre de Lena. Personne ne devrait apprendre à vivre avec la peur que le système crée. La justice n'est pas un cri, c'est un choix, est le cœur de l'histoire. Elle nous rappelle que la justice n'est pas un événement spectaculaire, mais un processus fait de choix quotidiens. En France, où l'idéal d'égalité est parfois confronté à des réalités comme le racisme ou les inégalités sociales, cette idée est un appel à l'action. Lena ne se contente pas de défier Michael. Elle inspire une ville entière à choisir un avenir meilleur à travers des collectes, des campagnes et des réformes. Cette vision de la justice comme un choix m'a profondément marqué,
car elle rend le changement accessible à tous. Dans ma vie, j'ai commencé à intégrer cette idée dans mes actions quotidiennes. Par exemple, j'essaie d'éduquer mes proches sur les préjugés, en discutant calmement mais fermement de sujets comme le racisme ou le sexisme. J'ai aussi pris l'habitude de soutenir des initiatives inclusives, comme des programmes pour les jeunes défavorisés ou des événements culturels qui célèbrent la diversité. Même dans des moments apparemment anodins, comme choisir de ne pas rire d'une blague discriminatoire ou corriger une idée fausse, je vois maintenant une opportunité de choisir la justice. Ces choix ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils s'additionnent, comme les actions des habitants de Riverside City ont transformé leur communauté. Une inspiration pour l'avenir. L'histoire de Lena Harris m'a changé. Elle m'a appris que le silence peut être plus puissant qu'un cri, que le courage n'a pas d'âge ni de statut, et que la justice est un chemin que nous construisons ensemble. Elle m'a poussé à être plus attentif, plus audacieux et plus responsable dans mes interactions avec le monde. En tant que Français, je ressens une connexion particulière avec cette histoire, car elle incarne les valeurs que nous chérissons. La liberté de dire non à l'oppression, l'égalité qui refuse les hiérarchies injustes, et la fraternité qui unit une communauté dans un but commun. Lena, Sarah, Clara, Emma et même David, dans sa rédemption, sont des rappels que nous avons tous un rôle à jouer. Pour l'avenir, je m'engage à appliquer ces leçons avec constance. Je veux être une voix pour ceux qui sont ignorés, un soutien pour ceux qui luttent, et un miroir pour ceux qui, comme Michael, doivent affronter leurs erreurs. Je veux choisir la justice, non pas par peur ou par colère, mais par espoir, comme Lena l'a fait. Cette histoire n'est pas seulement un récit, c'est un manifeste pour un monde meilleur, un monde où personne n'aura à craindre le système, où chaque regard sera un pas vers la vérité. Conclusion pour la vidéo. Appel à l'action. Si l'histoire de Lena Harris vous a ému, si son silence vous a donné envie d'agir, alors devenez une partie de ce changement. Likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis, votre famille, vos collègues, pour que le message de justice se propage. Inscrivez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui inspirent et défient. Laissez un commentaire avec le mot « justice » pour affirmer votre engagement à construire un monde plus équitable. Ensemble, transformons chaque clic, chaque partage, chaque mot en une force pour l'égalité et la vérité. Agissez maintenant, car le choix de la justice commence avec vous.